Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles, épisode numéro 16. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Et bonjour à toi Benjamin, ça va super et toi ? Ça va très très bien et aujourd'hui on a un super épisode sur les signaux. Ouais, ça fait quand même un grand boom depuis quelques mois sur Twitter et je voulais en profiter justement pour ajouter un petit disclaimer sur ce podcast. On risque de jongler entre différentes prononciations des signaux, ce qui vont aller du coup de signaux à signals, à signal. Donc désolé puisqu'il n'y a pas encore vraiment de consensus sur l'utilisation francophone des signals. Et du coup on a eu envie avec Denis de savoir d'où ils venaient, pourquoi, qui les implémentait et potentiellement ce qu'il y avait également sous le capot. Voilà, pourquoi c'est intéressant en fait de regarder les signaux. Par moments, ça risque peut-être d'être plutôt technique, je pense. Oui, c'est sûr. Après, encore une fois, vous avez les notes de l'émission pour retrouver les exemples les plus techniques ou tout simplement pour retrouver les sources sur lesquelles on s'est appuyé pour faire ce podcast. Et tout de suite, on va commencer par... Denis, tu vas nous parler des signaux. Alors, c'est quoi les signaux finalement ? Eh bien, avant de commencer de parler de signaux, j'ai bien envie juste de rappeler dans quelle zone du web et du front, en fait, on va opérer. On se situe au niveau du web, évidemment, de la manipulation de HTML via du JS. On va discuter principalement de la performance et de l'optimisation de rendu HTML. Les signaux, ça va vraiment être là-dedans. Comment on interagit avec du HTML à partir de JavaScript. Et comment on le fait de manière très efficace et avec le moins d'inconvénients possible. D'accord. Notamment les façons de redéclencher ces rendus. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu ce qui a donné le nom à React, la réactivité. Et du coup, là, on va parler d'une méthode qui est en fait un mécanisme de ce qu'on appelle réactivité fine. C'est que, en fait, on va agir sur des petits éléments et on va ignorer tout le reste en fait de notre application. Et donc, fournir de la réactivité à des applications plus conséquentes, en fait, ça nécessite de faire beaucoup de vérifications et parfois des re-rendus inutiles. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut une application, parce que là, c'est les enjeux d'aujourd'hui, et en fait, là, l'objectif, c'est si on veut avoir beaucoup d'interactions, ça veut dire aussi beaucoup de vérifications, etc. Et en fait, l'objectif des signaux, c'est de fournir cette réactivité, mais en limitant les impacts sur le reste de l'application. Et notamment, c'est quelque chose qu'on a vu sur Solid.js pour commencer, je crois. Exactement. Alors Solid.js, pour rappel, à l'instar de React, est là d'abord pour pouvoir faire des interfaces utilisateurs. Dans Solid, les signaux permettent du coup de déclarer des dépendances fines entre les différentes parties de l'état de l'application. Et du coup, à chaque modification d'une valeur d'un signal, ceux qui observent sont notifiés. Alors quand on le lit comme ça, c'est assez simple à comprendre, mais imaginez-vous bien que quand on vient d'Angular, la possibilité d'avoir une réactivité aussi fine, moi je trouve ça complètement fou quand même, parce que nous on est quand même réservé soit du on-push sur notre composant, soit complètement sortir notre traitement de Zone.js. Vous l'aurez compris, l'origine des signaux vient d'une façon de développer intrinsèquement liée à Solid.js. Et donc du coup, là, on peut mettre en face typiquement le cas classique de rendu qu'on voit dans beaucoup d'applications. Quand on a un rendu ou un re-rendu, c'est-à-dire qu'on doit rafraîchir notre vue, en fait, on a tout simplement, la plupart du temps, un algorithme de parcours d'arbre. C'est ça. Voilà. Donc soit on a un parcours en profondeur, soit un parcours en largeur, sur tout le graphe de composants. Après, on parcourt tous les composants un par un et on met à jour le contenu en fonction des changements observés. Et donc, il y en a certains où y a des mises en cache, etc. Donc, des choses qu'on va pouvoir mettre de côté avec des stratégies justement de détection de changement. Donc, en gros, ça, c'est le cas classique, j'ai envie de dire. Avec les signaux, en fait, quand on a des composants, voire des morceaux de composants qui doivent être rendus, en fait, ceux-ci, ils sont connus à l'avance. Et donc, comme ils sont connus à l'avance, en fait, on peut choisir et mettre à jour que ce qu'on a besoin en fait. On n'a pas besoin de reparcourir l'arbre, on sait les impacts. D'accord, donc là on n'a vraiment plus de notion d'arbre du tout, de parcours. On va avoir une liste de choses qui observent finalement. C'est le Design Pattern Observer qui va nous permettre justement de pouvoir notifier les éléments, les composants qui sont concernés par ces changements pour pouvoir se redessiner ou mettre à jour des choses. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas du push par contre. Ça, on pourrait croire que c'est du push sur les signaux, c'est-à-dire que la nouvelle valeur pousse tout de suite à un re-rendu. D'accord. Et en fait, non. Les calculs sont stackés, en fait, ils sont mis de côté dans une liste, en fait, tous les impacts. Mm-hmm. Et en même temps, on met juste un petit flag pour dire, là, faut faire un re-rendu. Et à la fin de l'exécution synchrone, le framework ou la librairie va aller justement chercher tous les signaux qui ont été impactés
faire tous les impacts correspondants, et puis après on boucle. Ce qui fait que quand on a par exemple 3 signaux qui proviennent entre guillemets de la même source ou du même processus synchrone, et ben en fait ça va pas faire 3 re-rendus, ça va en faire qu'un seul. Grosso modo, ben en fait, dès qu'il y a la valeur d'un signal qui est mis à jour, ben en fait on calcule les conséquences et on met à jour le HTML et c'est tout. Niveau avantages et inconvénients, là en avantage, on a déjà vu un petit peu que éviter des parcours d'arbres conséquents, et donc du coup, par définition, on évite le dirty checking. Ouais, carrément. Alors nous qui faisons assez souvent de l'Angular, le dirty checking, son nom déjà ne nous donne pas envie, et du coup, rien que le fait de pouvoir se dire qu'on va pouvoir éliminer au fur et à mesure le dirty checking, ça c'est bon pour le futur, je pense. C'est bon pour Angular aussi. Hein. Ouais. Angular, c'est vraiment son année 2023. On avait parlé dans les précédents podcasts. Rien qu'avec ça, il y a un grand pas en avant. Point suivant, je sais que tu voulais en parler, limiter l'usage des mémos et du on-push. C'est ça en fait, parce que du coup, grosso modo, quand on met du mémo, du on-push ou des choses comme ça, on cristallise vraiment le composant, il bouge plus pendant certains refreshs, etc. Mais du coup, on était obligé de faire des hacks pour qu'il se refresh dans les cas où on voulait que ça se refresh. Exactement. Le fait que la performance, des choses aussi basiques, entre guillemets, de performance soit gérée au niveau du dev, c'est pas dingue. Et en plus de ça, qu'on soit obligé d'utiliser des hacks pour ensuite avoir ce qu'on veut, je trouvais ça quand même pas très agréable. Et surtout que, en fait, plus le temps avance, plus on essaie d'avoir des outils qui nous permettent d'aller vite et de faire bien dès le premier coup. Et en fait, c'est pas forcément le cas, en fait. En fait, on limitait tout simplement les effets de bord. C'est-à-dire qu'en cristallisant, comme tu le disais, on a bien l'image du composant qui ne bouge plus. Il y avait quand même des choses, des effets de bord qu'on voulait. Et du coup, en fait, en contenant un effet de bord, nous, on en ajoute un, c'est le fameux hack. Et en fait, on a une cascade de hacks comme ça où il y a un cas qu'on n'a pas pensé et qui arrive très très rarement et boum, ça tombe sur ta production. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, des bugs très difficiles à prévoir parce que on est en train de se dire tiens, là je vais refaire une référence pour du coup déclencher un changement immutable. Moi c'est simple, moi je trouve ça d'une part pénible et en plus pas très intéressant en fait. Et donc du coup, j'aimerais bien me concentrer sur autre chose que vraiment gérer de la performance sur ces niveaux-là, quoi. Et donc on avait un dernier avantage et inconvénient également, c'était en rapport à la bibliothèque RxJS, dont on reviendra tout à l'heure quand on parlera d'Angular, justement avec le fait avec les signaux de auto-subscribe et d'un-subscribe. Vous le savez, si vous faites un subscribe d'un observable dans votre composant et que justement vous le laissez comme ça, on crée tout simplement une fuite de mémoire. De base, ça ne subscribe pas. À de très rares occasions, comme vous utilisez un service HTTP par exemple, même si vous faites un subscribe, lui par contre subscribe. Il a un mécanisme particulier à l'intérieur. Donc forcément, comme tu le disais tout à l'heure, RxJS, tu as besoin d'avoir justement de gérer ces side effects et justement avec les signaux, pas besoin d'unsubscribe. En gros, toutes les implémentations de signaux dans des frameworks ou des librairies front-end font automatiquement la fermeture de souscription quand on détruit le composant. Et du coup, en plus, nous, ça nous évite, encore une fois, le même problème que pour la performance. C'était des problèmes qui étaient pénibles et qui sont pas très intéressants à gérer. On se doute que toutes les souscriptions qu'on a fait dans un composant, quand le composant est détruit, il faut les fermer. Et en fait, nous, si on pense pas à les fermer ou si on n'a pas un linter qui nous dit t'as pas fermé un flux, en fait, t'as un bug. Exactement. Et en vrai, c'est une problématique qui est pas très intéressante à résoudre, quoi. Passons maintenant au côté négatif. Et là, je vais te laisser la parole pour ce premier point. Ouais, alors ça, c'est plutôt une position très, très personnelle sur le côté primitif, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, ça cache en fait une partie du fonctionnement aux développeurs. On a l'impression qu'en fait, c'est simplement de la programmation impérative, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, non, c'est de la programmation réactive qui a des conséquences, et c'est pas intuitif, parce que dans la programmation impérative, on va d'étape en étape, de ligne en ligne, et on s'attend pas à ce qu'il y ait une ligne qui soit au-dessus, qui soit réexécutée, etc. Pour moi, c'est tout un paradigme qui, malheureusement, même si c'est compliqué, doit être connu par les développeurs. Je pense que le fait de mettre tout sous forme de primitif, c'est-à-dire la syntaxe peut nous amener à croire que c'est de la programmation impérative alors que ça n'en est pas, je trouve que c'est dangereux.
Et on va avoir beaucoup, je pense, de tutos sur Internet qui vont nous dire, bah voilà, pour faire des signaux, vous faites ça, ça marche. Et en fait, du coup, les gens vont pouvoir recopier, entre guillemets, faire pareil, mais dans les besoins de tous les jours, quand ils vont bosser dans leur projet, etc. Et donc, là-dessus, moi, je pense que c'est pas forcément un bon pari de mettre du primitif. Mais d'un autre côté, pour les développeurs qui sont habitués, en fait, c'est une syntaxe qui est plus légère et plus confortable aussi. Donc voilà, c'est un compromis, mais moi, je suis plutôt du côté contre que pour. On a également aussi une vigilance sur tout ce qui est boucle infinie. À l'instar en fait des dépendances d'application qui dit que j'inclus A puis j'inclus B, mais B inclut A et ainsi de suite. Et là-dessus, alors, on a assez peu eu l'occasion de vérifier par nous-mêmes s'il y a des garde-fous suivant les implémentations. Voilà. Oui, parce que là on essaye d'être assez généraliste, ça va être au framework d'aller implémenter ces garde-fous. Et en fait, moi je trouve aussi au niveau des signaux, ce qui peut manquer, c'est la manipulation des signaux. Parce qu'en fait, on peut les créer, on peut faire des valeurs calculées. Typiquement, dans le côté primitif de la syntaxe, on va dire que c'est une valeur calculée à partir de signaux précédents. Ok, on a ces étapes-là, mais en fait, on n'a pas de possibilité de filtrer un signal. Quand est-ce qu'on ne veut pas écouter son changement ? On n'a pas la possibilité de le stopper non plus. Comment on stoppe un signal ? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je ne veux plus recevoir de valeur. Et voilà, par rapport à ce débat-là, j'ai la super citation de Jurassic Park qui nous dit que les scientifiques étaient tellement préoccupés de savoir s'ils pouvaient ou pas le faire qu'ils se sont jamais demandé s'ils devaient le faire. Et par rapport à ce que tu viens de dire, forcément, moi, ça m'évoque aussi RxJS, ce que tu avais dit tout au départ, tout à l'heure sur les réactifs primitifs. On n'accompagne peut-être pas assez le développeur ou on ne le forme pas assez sur, attention, la programmation réactive, c'est différent quand même de la programmation impérative. Deuxième chose, là tu viens de parler justement de filtrer, stopper un signal. Alors je pense que ça va être surtout, comme on vient de le dire, le framework qui va encadrer ça, qui va proposer des choses et qui va également nous proposer une batterie d'outils pour résoudre nos problèmes, tout simplement. Comme nous on a pas mal de background côté Angular, en fait on a tout un tas d'opérateurs et on peut faire plein de choses avec, combiner des éléments très facilement et tout ça. Et en fait, en voyant émerger les signaux un peu partout, on se dit que c'est intéressant, mais il y a un côté un peu pauvre en fait. Moi je reste sur ma faim, je me dis en fait oui c'est bien, mais j'ai rien pour les manipuler en fait les signaux. Et en vrai, si on s'attend à pouvoir utiliser des signaux dans tous les frameworks facilement, et en fait non, faut qu'on se méfie quand même sur les 2-3 inconvénients qui peuvent exister. Mais la question qui est vraiment intéressante, c'est quand on voit tout ce que ça apporte, les signaux, on peut se dire mais pourquoi que maintenant ? Parce que là en fait on est en 2023, le fonctionnement du pattern observer on l'a pas inventé hier. Non. Les besoins de réactivité des applications front-end ça date pas d'hier non plus. Pourquoi ça émerge que maintenant ? Alors je pense que la véritable question à se poser, c'est à partir de quand on s'est intéressé vraiment à la performance côté front. Eh bien si on creuse un petit peu en fait, c'est à partir du moment où on a pu faire de vraies applications côté front, donc je dirais à l'émergence en fait des frameworks comme AngularJS et React, à peu près dans ces eaux-là. Et avant, qu'est-ce qu'on avait ? On avait tout ce qui était jQuery. Donc jQuery, là, on n'était plus dans l'applicatif, on était plus dans, on va dire, l'animation. L'animation, ouais, c'est ça. C'était même trop tôt. Et avant, c'était vraiment du statique, du HTML, des choses comme ça. Et en plus, on a aussi l'évolution de JavaScript. Il faut dire qu'avant 2015, c'était quand même une tannée pour pouvoir faire des applications. Donc c'est pour ça que ça a émergé quand même assez tard. Donc pourquoi maintenant ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une espèce de maturité sur les applications web. On a vraiment un métier aussi qui s'est vraiment développé. Le développeur front-end, avant, c'était principalement tout ce qui était intégrateur. Là, aujourd'hui, on a quand même une énorme partie applicative, des données à gérer, une intelligence qui a été déportée, voire des fois dupliquée par rapport au serveur. On va parler des formulaires, par exemple. Mais on va pas en parler, en fait, c'était une blague. Donc, on a vraiment un métier qui s'est créé, les applications qui sont créées côté front, et aujourd'hui, le web, avec tout ce qu'on peut en faire, voilà, on a une sorte de maturité, pas de sagesse, je dirais pas jusqu'ici, mais on a un état de l'art qui fait qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, on le sait, on l'a vu déjà dans le State of JS, on pousse de plus en plus sur la performance. On sait faire des applications, peu importe le framework. Maintenant, quel va être le framework le plus optimisé ? Celui qui va justement rendre le plus vite. Avec Quick, on avait parlé des problèmes d'hydratation, d'application, c'est aussi un problème de performance. Là, aujourd'hui, on parle de réactivité. Et du coup, en parlant de
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On peut parler des implémentations aujourd'hui des signaux. Exactement. Qui fait des signaux aujourd'hui ? Vous l'avez déjà deviné, parce qu'on en a parlé au tout début, c'est SolidJS qui semble avoir lancé justement la notion de signal. Également, je vois Qwik. Alors effectivement, je ne me suis pas beaucoup renseigné sur Qwik à ce niveau-là. Oui, en fait, l'avantage de Qwik, c'est que comme ils sont très récents, ils ont pu les mettre quasiment dès le début. Avant Qwik, on avait aussi Preact. Preact qui était arrivé et qui avait fait aussi son implémentation des signaux, alors qui n'est pas tout à fait la même que Solid. Moi, de ce que j'avais vu, c'est que Solid et Qwik, ils ont un fonctionnement qui est très très proche et que Preact était un tout petit peu différent. Donc là, c'est vraiment du détail d'implémentation. Et par contre, on a des gens qui ne veulent pas du tout faire de signaux. On a par exemple tout ce qui est l'univers React. On peut installer les signaux de Preact dans une appli React. Voilà. Donc il y a une interopérabilité entre React et Preact, ça faut le préciser. Voilà. Dans le nom déjà. Ouais, dans le nom, ça donne des petits indices. Il y a une histoire déjà de Preact. Il faudra peut-être qu'on se fasse un podcast dessus, c'est intéressant. Ouais, c'est clair. Et après, sinon, en fait, on a Vue aussi. Exactement. Et avec Vue, en fait, eux, ils proposent déjà des refs. C'est techniquement en fait des signals, c'est basé sur la même mécanique. Et si d'ailleurs vous voulez avoir un super état de l'art sur le sujet, on vous met un lien dans les notes de l'émission qui revient sur l'implémentation de la réactivité dans Vue et les trade-offs associés par rapport aux implémentations des signals, par exemple dans d'autres frameworks. Et sinon, vous avez Mobix, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un state management qui utilise aussi à peu près la même stratégie que Vue pour faire sa partie réactivité. Mais du coup, ils font pas du tout de signaux. Non. Par contre, il y a un framework qui a fait grand bruit ces derniers temps, c'est Angular, et on n'a pas l'habitude qu'il fasse autant de bruit. Angular, quand ils veulent implémenter quelque chose de nouveau dans le framework, déjà ça arrive pas tous les jours, et ils mettent du temps. Et on s'attendait pas à ce qu'ils réagissent très vite sur les signaux. À tel point que là récemment, ils ont lancé une RFC. Alors une RFC c'est quoi ? C'est une discussion, là en l'occurrence sur GitHub, sous forme de request for comment, c'est-à-dire qu'on va faire une liste de courses de ce qu'on souhaite faire. Voilà les signaux, voilà ce qu'on souhaite faire dans Angular, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, les idées d'amélioration, ce qui va pas, et ainsi de suite. Donc eux, ce qu'ils ont fait, ils ont détaillé la future mise en place des signaux en Angular, et pour résumer, leurs objectifs sont clairs, ajouter une granularité fine de détection de changement, et à terme, supprimer Zone.js. Granularité fine, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que, out of the box, la granularité la plus fine que vous puissiez avoir, c'est mettre votre composant en stratégie on-push, ce qui va du coup couper un petit peu le dirty checking sous forme d'arbre avec un parcours en profondeur. Là, on va pouvoir aller plus loin. Et justement, si Zone.js ne vous dit rien, je vais vous faire un bref rappel. Zone.js, en fait, c'est une bibliothèque JavaScript qui permet de gérer l'exécution du contexte d'un composant et de suivre les événements asynchrones dans une application. Alors là où Zone.js triche un petit peu, c'est qu'en fait, elle va patcher ni plus ni moins les API du navigateur, en tout cas certaines API, et du DOM pour pouvoir intercepter et suivre les changements, comme les clics, les timeouts, les appels d'API. Grosso modo, on triche en fait, quoi. Ah, on triche complètement. Et ensuite, elle va envelopper ça dans une zone qui va préserver le contexte. Pour information, elle a été introduite en 2014 et à l'époque, comme on l'a dit tout à l'heure, JavaScript n'avait pas de promesse, par exemple, n'avait pas de fonction fléchée pour conserver un contexte simplement. Et donc, c'était un peu magique en 2014. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'Angular s'est lancé. Mais ça me rappelle quand même un petit peu comment fonctionnait AngularJS, puisque AngularJS, à l'époque, vous ne pouviez pas, par exemple, utiliser directement setTimeout, mais il fallait utiliser, je crois, c'était $setTimeout. Non, c'était même timeout $, pardon. C'était la fonction interne de AngularJS qui était elle-même patchée. Donc on avait toujours cette notion de patch d'API pour détecter les changements. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on a quand même quelque chose de redondant, c'est-à-dire qu'on a une espèce de package qui englobe un composant, une application, un module ou un truc comme ça, qui va permettre d'intercepter en fait ces événements pour pouvoir réagir. Donc c'est là où on voit que cette façon de fonctionner a fait son temps et on souhaite enfin améliorer les performances en allant un peu plus loin. Surpasse un petit peu sur la RFC en Angular. Ouais, c'est quoi l'objectif du coup de l'RFC ? Parce qu'ils veulent définir des signaux, mais c'est pourquoi ils veulent faire des signaux ? Pour optimiser et améliorer le framework, tout simplement. On avait toujours cette notion de framework vieillissant avec Angular.
Alors cette évolution est conçue pour offrir, donc comme on l'a dit 10 fois dans ce podcast, une meilleure réactivité, forcément une meilleure performance, puisque si on peut aller plus loin sans redessiner toute l'application, quand on l'a cliqué juste sur un bouton, ça peut être cool. Et aussi, on n'en a pas trop parlé, comment on va pouvoir faire une intégration, parce que là du coup on a une réactivité primitive. Attention, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec RxJS, et justement RxJS n'est pas fait non plus pour faire ce que fait les signaux. Et du coup aussi donc éliminer les problèmes liés à l'utilisation de Zone.js. Et sachant que moi je trouve le bon point avec Zone.js, parce que en vrai les signaux, là on a l'impression que ça débarque, et je pense que là-dessus, qu'ils sont allés assez vite, etc. Mais je trouve que ça donne une belle porte de sortie à Zone.js, parce que ça fait longtemps qu'on veut le virer. Et en plus de ça, déjà depuis la V10 d'Angular, il parlait de vouloir mettre Zone.js optionnel. Voilà. Donc voilà, ça fait 5 versions qui veulent sortir de Zone.js, et je trouve que les signaux, c'est une belle manière de pouvoir en sortir. Exactement. Et encore une fois, on parlait de dirty checking, de certains hacks, etc. Je trouve que le passer sur des signaux, du coup, c'est une implémentation qui est assez propre pour sortir de Zone.js. On va pas être obligé de patcher notre code Angular. Exactement. Et du coup, ça, je trouve ça assez intéressant. Et comme beaucoup de choses depuis quelques versions avec Angular, on va être accompagné. C'est ça qui est intéressant. On va nous expliquer pourquoi et ce qu'on va faire. D'où cette RFC qui est plutôt inédite, parce qu'on n'avait pas forcément de RFC comme ça sur tous les autres choix d'Angular. Là, on sait que c'est un changement vraiment... c'est pas drastique, mais presque. C'est-à-dire que demain, on va toujours pouvoir utiliser Zone.js, mais vous voyez bien qu'à terme, en fait, on va nous pousser Zone.js vers sa sortie, et on va pouvoir utiliser la puissance des signaux. Alors, cette RFC, elle est organisée en 4 parties distinctes, chacune traitant d'un aspect spécifique des signaux. Pour la première partie, on parle de la réactivité avec les signaux, et en fait, on parle tout simplement pourquoi les signaux ont été choisis pour résoudre ce problème de granularité fine au niveau de la réactivité, et on parle aussi des trade-offs qui ont été faits, notamment pourquoi RxJS n'a pas été choisi. La partie 2, c'est les API et implémentation des signaux. Donc là, on va aborder les API et les implémentations en détail, on va aller plus loin. La troisième partie, c'est les composants basés sur les signaux, comment on va pouvoir explorer ça. Et quatrième partie, qui est très intéressante, et je sais que toi, elle va te plaire, Denis, c'est l'interopérabilité entre les observables et les signaux, tout simplement. Et justement, cette dernière partie, moi je la trouve particulièrement intéressante, parce que on l'a dit au début, mais on l'a peut-être mal dit, et donc du coup c'est pas forcément clair, mais les signaux, c'est de la réactivité que pour la vue. Et le fait qu'on ait de l'interopérabilité entre les signaux d'un côté et la partie RxJS de l'autre, c'est assez intéressant, parce que par exemple si on fait du NGRX, en fait on a un state management qui est basé sur RxJS, et on va vouloir aller transformer ça jusqu'à la vue. Et donc du coup, le fait de pouvoir transformer notre flux, notre observable RxJS en signal, ça c'est des mécaniques qui sont assez intéressantes. Et moi ça me pose une vraie question, que va devenir le pipe A5 ? C'est compliqué là. Voilà. Est-ce qu'on va préférer garder notre state management et pousser jusqu'à la vue avec notre pipe A5, ou est-ce qu'on va préférer dans la couche composant transformer en signal, ou alors ça se trouve il y aura un nouveau pipe, je sais pas. Ok, non, je pense que le pipe A5 du coup perd de son utilité, puisque effectivement potentiellement on va avoir justement, comme tu parlais d'interopérabilité, comment dire, un opérateur qui va nous le transformer en signal, je suppose. Peut-être que tu as ça sous la main, Denis. Apparemment, ce serait un tout signal et tout observable. Et donc, en plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand il regardait un peu le matching entre les deux fonctionnements, il rajoute des options. Parce qu'en fait, si vous êtes familier déjà avec RxJS, vous savez qu'un observable peut ne pas renvoyer de valeur. C'est-à-dire que on s'abonne, mais si la source n'envoie jamais de valeur, en fait, on n'a pas de valeur. Voilà. C'est ça. Alors qu'un signal a toujours une valeur par défaut. Donc si vous connaissez bien RxJS, dites-vous qu'un signal, c'est l'équivalent d'un behavior subject. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, du coup, voilà, c'est juste ça. Et d'ailleurs, du coup, quand on parle un peu de fonctionnement et comment on passe de l'un à l'autre, il y a une partie qui est un peu décevante, un parti pris Angular qui est un peu décevant. Les signaux, pourquoi pas ? Oui, c'est une bonne idée. Mais en fait, quand on regarde ce qui manque à RxJS pour faire le travail des signaux, mais je trouvais qu'il y avait une belle collaboration Angular et RxJS, et c'est dommage, justement, de rajouter un pan à côté qui va servir que pour la vue, et du coup qui va rajouter aussi des choses à connaître en plus.
c'est là où je mettrai une petite nuance. Les signaux ne vont pas forcément être utilisés que pour la vue. Par exemple, dans la RFC, on parle d'une implémentation, en tout cas d'une proposition d'NGRX, de faire des stores basés sur des signals. C'est d'ailleurs là où on peut également lire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trade-offs de pourquoi Angular n'a pas choisi RxJS pour avoir une réactivité aussi fine. Mais là où je te rejoins, c'est qu'on va devoir apprendre une brique supplémentaire. Et je pense que déjà, RxJS est souvent mal compris, mal utilisé, mal maîtrisé. Alors si on ajoute une couche de signaux en plus, je suis curieux de savoir comment Angular va nous accompagner sur ces nouvelles fonctionnalités. Et je pense qu'on a fait le tour, au moins de la partie Angular. Et je pense qu'on peut juste donner un peu notre ressenti par rapport aux signaux, au global, parce qu'on a beaucoup parlé d'Angular sur la fin. Toi, t'en penses quoi ? C'est bien, c'est pas bien, c'est... En fait, je vais revenir sur le côté Angular vieillissant. Je pense qu'Angular, c'est vraiment son année 2023. Il y a beaucoup de choses qui sont en place, qui vont se mettre en place. On voit que ça bouge beaucoup. On voit qu'il y a une espèce de hype qui revient. Alors le but d'Angular, ça n'a jamais été d'être à la mode, on va pas se le cacher. Eux, ils se targuent d'être, t'as un framework stable, peut-être lourd, même souvent très lourd pour peu, et c'est souvent ce qui est décrié pour les développeurs qui viennent de Vue et de React, où justement, t'as besoin de 15 000 trucs à faire pour pouvoir faire juste une page ou un pauvre composant qui se refresh. Et si j'ajoute à ça la problématique de, tu cliques sur un truc... Tu peux pas justement juste redessiner une partie de ton composant et t'es obligé de redessiner toute ta grappe, même si t'es en push. On a enfin un Angular qui va se réveiller, qui va proposer de nouvelles choses, et que ça soit bien ou pas, je pense que c'est un renouveau pour Angular, quoi. Maintenant, ça va être l'utilisation et la fin de la RFC qui va nous donner un petit peu la ligne directrice. Là, c'est déjà très bien dessiné, il y a quand même pas mal de pavés qui sont mis sur la route des signaux. Mais on va voir ensuite si c'est bien ou pas, et au moins ça a l'honneur de bouger et de sortir un peu des sentiers battus que nous avait habitués Angular depuis déjà presque 8 ans. Ouais, Voilà. Je suis assez d'accord. Et les autres, du coup, par exemple Quick, Preact, SolidJS, ou même en fait au global. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que si on a des paradigmes qui sont assez proches, sans pour autant être 100% similaires, par exemple le design pattern composant, on sait qu'il y a quasiment tous les frameworks front-end qui le font, et pourtant on fait pas la même chose, mais on comprend les mêmes principes. Voilà, on réinvente pas la roue non plus dans notre tête. Par contre, la façon de le faire est un petit peu différente. Moi, je vois ça d'un bon œil, et que si aujourd'hui tout le monde se tourne vers des signaux, c'est qu'on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une espèce d'état de l'art où on va chercher la performance. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel framework, je pense que tu peux faire des choses assez similaires, mais ce qui va changer d'une application React à une application Angular, ça va être la performance. Et je parle pas spécialement du redessin de l'application, je parle de sa conception, les paquets qui vont arriver par le réseau, et ainsi de suite. La performance au global. On est vraiment dans la performance de rendu pour moi. Et donc là, c'est top, parce que c'est vraiment cette partie-là que Angular était décriée, et si tout le monde s'y met, c'est top, quoi. Et toi, Denis, parce que là j'ai beaucoup trop parlé, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, déjà sur Angular ? Sur Angular, je trouve que c'est un très bon message qui est envoyé. C'est-à-dire que même si on a une image de framework mature, etc., moi je pense que voilà, c'est une bonne chose. C'est bon pour l'image du framework, et ça en dit long aussi sur la stratégie de Google. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien dire que Angular c'est en place, on fait quelques petites features de temps en temps, mais on fait plus de grosses features. Et non, là on n'a pas peur, on est capable de se dire, voilà, on a dit qu'on voulait retirer Zone.js, et on vous propose une solution, on discute avec la communauté, avec les développeurs, et on creuse, et on est capable de sortir une grosse feature, et ça je trouve ça cool. Donc le signal est bon, sans mauvais jeu de mots. Et après, en dehors d'Angular, donc question des signaux au global, moi je trouve c'est une approche qui est différente, mais intéressante. Que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est grosso modo, c'est qu'on a beaucoup plus de performance out of the box. Si on fait des signaux et qu'on fait que ça, peu importe le framework qu'on va utiliser, en fait, on va limiter le dirty checking, on va limiter le fait de devoir exclure certains composants lors des redessins, etc. En fait, on n'a pas besoin de se préoccuper de ces problématiques-là. Et ça, c'est bien.
C'est-à-dire que moi, quand je suis développeur front-end et que je mets à jour un composant suite à une donnée qui arrive, etc., bah en fait, j'ai pas envie de dire bah tiens, le header, t'as pas besoin de te recalculer. J'ai d'autres choses à faire que de m'occuper de ça. Et le fait que on retire toute cette catégorie de problèmes sur toutes les applications qu'on va faire, ça, je trouve ça vraiment intéressant. On est typiquement dans la développeur expérience. Hein. On perd moins de temps sur des problèmes qui nous intéressent pas. Donc ça, c'est cool. Eh bien, c'est la fin de ce podcast sur les signaux. On espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Nous, en tout cas, on s'en était posé pas mal avant de faire le podcast. Et on a hâte de voir, en tout cas pour ma part, vous l'avez bien compris, en Angular, ce qui va arriver, puisque c'est le framework que j'utilise de façon professionnelle aujourd'hui. J'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer ailleurs, parce que là, c'est vraiment un monde qui est en train de bouger. Et c'est super sympa de voir un peu cette évolution-là. On n'a pas tous les jours des changements de paradigme. Et là, c'est super cool. Ouais, de mon côté, moi je suis très content d'avoir ce genre de nouveautés. C'est aussi des choses qui pimentent, je trouve, notre activité au niveau front-end. Ça crée un peu de renouveau et nous, ça nous permet de pousser beaucoup plus loin certains concepts. Voilà, au niveau de la performance, avoir une granularité très fine, c'est des choses qui, moi, m'intéressent. Et l'important, c'est qu'on puisse faire des super applications. Moi, je pense que c'est vraiment ça le plus important. Et je trouve que les signaux, ça nous aide pas mal pour faire des bonnes applications. Donc là-dessus, moi, je retiens quand même énormément de positifs, quoi. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Amazon, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Et attention, encore n'existe plus, ça a changé de nom, ça s'appelle Spotify for Podcaster. On vous mettra bien sûr ces nouveaux liens sur les réseaux sociaux et plein de liens super intéressants dans les notes de l'émission. Et on se retrouve pour le Front-End Chronicles 17 pour le prochain, on n'a pas de sujet encore. Et oui, on s'arrête là et puis on se donne rendez-vous au mois prochain. Exactement. Allez, à la prochaine, salut. Salut.